En tant que président du Conseil de développement, je voulais simplement vous remercier tous d'être présents dans ces rencontres que nous organisons ensemble depuis maintenant 16 ans, non seulement sous l'autorité d'André Laurent Parodi, mais aussi avec la présence extrêmement amicale et efficace de Jean Lebrun. Puis je voudrais aussi saluer les élus qui prennent sur leur temps pour être parmi nous aujourd'hui. À côté de ce qui fait l'orgueil de la cuisine française à travers sa gastronomie, à travers les aspects festifs que l'on connaît, il y a aussi cette dimension sociale qui nous pousse régulièrement à nous réunir pour manger et à la faveur de cette réunion, d'échanger, de parler, de communiquer. C'est cet éclairage que nous avons voulu donner, car comme vous le savez, les sociétés évoluent, les modes de vie évoluent, et la question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est qu'en est-il aujourd'hui, qu'en sera-t-il demain de ce repas des Français ? Le nombre de repas dans l'histoire a toujours varié selon les catégories sociales. C'est-à-dire que plus on était un travailleur manuel, un travailleur de force, plus on dépensait de l'énergie dans son travail, de l'énergie physique, plus on avait besoin de manger. Et donc les prises alimentaires organisées, les repas, pouvaient atteindre jusqu'à 5 voire 6 prises par jour quotidiennes. Et dans les élites qui, elles, donc c'était une forme de distinction sociale, on va dire. Donc les élites qui, elles, menaient des modes de vie où les déperditions d'énergie physique étaient moins importantes, pouvaient ne consommer que 2 repas. Avec l'urbanisation, et surtout l'éclairage public, on va être beaucoup moins saisonnier dans les rythmes d'organisation de la journée. Et que par là même, comme effectivement, sans doute, le repas, et c'est peut-être une parmi d'autres spécificités françaises, le repas est très structurant, était l'élément très structurant de la journée. Plus vous allez avoir une journée qui va s'organiser rationnellement et moins saisonnière, moins dépendante du lever et du coucher du soleil, etc., et plus vous allez avoir une sorte de relative stabilité qui va se mettre en place dans le repas. Alors ça, c'est le rythme structurant tel qu'il s'établit peu à peu, il est mouvant en même temps. Mais les plats, dans quel ordre assembler ? Comment s'est organisé l'ordre des mets ? Alors, oui, tout ça s'est codifié progressivement, en réalité. Il y a, dans l'histoire, il y a eu, mais Madeleine pourrait parler de la période d'Ancien Régime, avec évidemment le service à la française, où on avait déjà un certain nombre de services. Donc il y avait aussi une espèce de hiérarchie sociale qui se faisait à travers la distinction des mets qui étaient présents sur la même table, mais qui n'étaient pas identiques. Et ce qui fait qu'à partir du plan de table, à ce moment-là, on pouvait servir aux hôtes de qualité des mets de plus grande qualité qu'à ceux qui étaient relégués au bout des tables, qui mangeaient au même moment un potage, mais qui n'était pas le même potage, au bout du compte, voilà. Et donc, le service pouvait se succéder comme ça. Et ensuite, progressivement, eh bien, on a codifié toutes ces règles, on a simplifié et on a, d'une certaine façon, je dirais, égalisé, démocratisé, enfin, tout ça. C'est-à-dire que
progressivement, tout le monde s'est mis à manger la même chose, à partager le même repas autour d'une table, finalement. Et le repas s'est structuré. Donc là, on a gardé les services. On parle aujourd'hui du repas à 3 services, qui est le repas traditionnel, mais on sait qu'au quotidien, les Français, c'est plutôt du 2 services qu'ils font. Mais pour un repas exceptionnel, c'est au moins 3 services. Mais ça peut aller dans les repas de noces, dans les repas d'anniversaire, etc. Ça peut aller bien au-delà. La cuisine régionale, le problème, c'est qu'elle est restée muette pendant très longtemps. On peut supposer qu'elles se sont constituées en opposition à cette cuisine nationale, mais en même temps, elles restent assez obscures parce que ce sont des cuisines, honteuses, complexées. Elles peuvent pas se dire. Et alors, l'émergence des premiers livres de cuisine régionale, c'est les années 1830-1850, suivant les régions. Mais quand ces livres sont écrits, c'est bien la preuve que les cuisines existent déjà, n'est-ce pas? C'est pas un acte de naissance, un livre de cuisine. Ça peut pas être un acte de naissance. C'est toujours un acte, une officialisation de quelque chose qui existe déjà. Mais elles sont restées silencieuses parce qu'il y a eu, cet impérialisme culturel de la grande cuisine d'origine parisienne. Mais le succès de la choucroute, ça vient quand les Alsaciens, après 1871, sont nombreux à ouvrir des établissements à Paris. Le succès de la bouillabaisse de Marseille, ça vient de Paris aussi ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est à partir du moment où il y a la découverte par Paris de certains produits régionaux qu'il y a cet engouement. Mais vous savez, c'est comme aujourd'hui la notion de terroir. Les gens du terroir ont mangé des produits de terroir, mais sans savoir qu'ils mangeaient du terroir, n'est-ce pas? Il faut se déplacer, aller ailleurs pour sentir la différence et l'excellence du produit que vous mangez. Les produits de terroir, moi je me souviens, c'était Reflet de France et autres qui ont vraiment lancé ça, on est tout à fait contemporain de ça, et c'est vraiment l'urbanisation de la France. C'est-à-dire que c'est au moment où il y a une clientèle urbaine qui se crée avec des pertes de repères, où on cherche une identité, on est dans une crise urbaine, et d'un seul coup, on veut trouver des racines, et on veut trouver des racines en mythifiant plus ou moins l'endroit où on est allé, d'où l'on vient, où on va en vacances, etc. Et à partir de là, bien évidemment, il y a une valorisation qui va se faire de ces produits-là. La restauration hors domicile, c'est-à-dire toutes les formes de restauration où on ne mange pas à la maison, est en progression rapide. Et c'est en progression rapide d'abord parce que les gens vont à la cantine, qui vont dans les fast-foods. Et il ne faut pas critiquer les fast-foods. Bien sûr, les bobos, ils aiment bien Jean-Pierre Coff, mais les fast-foods, ils sont souvent moins chers que certains petits bistrots parisiens de la bistronomie. Et puis, il y a également toutes sortes de restaurations qui sont plus souterraines, puisqu'on parle du repas des Français, qu'on n'imagine pas. Par exemple, dans les PME, souvent, les gens ont un micro-ondes, une petite cuisine. En deçà de 10 salariés, il n'y a pas de comité d'entreprise, donc on s'organise. Alors, sur ce sujet de la restauration hors domicile, Jean-Claude Meurville, puisqu'on parle des ouvriers, le menu ouvrier. Le vendredi soir, le samedi, le dimanche, midi essentiellement, ce sont des repas de famille, des repas conviviaux bien sûr, mais la semaine, il n'y a pas les fast-food dans les villages de France, il n'y a pas toujours la restauration, il y a un de collectif, je veux dire la comptine, on n'amène pas sa gamelle, et donc en fait le restaurateur fait un effort particulier et on trouve des menus, excusez-moi, parce que quand vous parliez du fast-food tout à l'heure, je vous répondrai que la restauration française sur les territoires de France, en effet, a fait des efforts pour que le maximum de convives puissent fréquenter les restaurants, avec des prix entre 11 et 15 euros, boissons comprises. Cela existe en province. Dès l'instant où on a envie de faire de la bonne nourriture avec des bons produits, c'est très difficile de faire, comme moi je fais à Villejuif, de s'aligner à un prix à 13,50 €.
Moi, je suis à 13,50 €. Il faut savoir que c'est un choix complètement délibéré. Parce que d'une part, il y a énormément de commerçants qui viennent manger chez moi, plus les boîtes aux alentours qui viennent aussi manger chez moi. On s'est aligné là-dessus parce qu'il y a aussi l'effet ticket restaurant. Donc c'est une stratégie de communication. Il faut savoir que sur 13,50 €, même en prenant mes produits locaux, donc sur Rungis, et puis travaillant avec des petits producteurs et en étant labellisé Servia, il faut savoir qu'on ne gagne pas d'argent à 13,50 €. Donc il faut faire autre chose. Donc, tout simplement, en tant que restaurateur, eh bien, on va faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire, maintenant, j'ai pris la concession du théâtre qui est juste à côté. Je suis en train de réfléchir pour monter un food truck. À travers le street food, et ce que je voudrais juste dire rapidement, c'est que y a une offre multiple, que ce soit des gens dans la misère ou au contraire qui viennent s'amuser. C'est justement ce côté ludique et cette convivialité qu'on va retrouver dans la street food. Et ça, c'est important. Le côté ludique qui fait, de mon point de vue, partie aussi de la gastronomie, en tout cas du rapport que les Français ont à l'alimentation. Madeleine Ferrière. La cuisine de rue a été condamnée sous l'Ancien Régime par les nouvelles normes naissantes parce que d'une part on mangeait debout, ensuite on mangeait seul, donc ça ne correspondait pas à la définition du repas tel qu'on était en train de le structurer. Et il y a une troisième chose, moi qui m'intéresse, c'est qu'on mangeait souvent avec les doigts. Il me semble donc que là, il y a une dimension de la dégustation que nous avons perdue, parce que cette codification, elle n'est pas forcément uniquement dans le sens de l'enrichissement de notre patrimoine. Il y avait aussi ce que j'ai constaté dans les siècles passés, une mise en jeu des sens qui était bien plus, au moment de la dégustation, et où on jouait bien plus sur la panoplie d'essence que nous ne jouons. Aujourd'hui, on devient des visuels presque, comment dire, c'est la vue qui a presque le monopole maintenant sur tout ce qui constitue le repas. Ça, avec ça, vous allez m'envoyer une photo du plat que vous avez mangé. Il y a les émissions de télévision, il y a les livres de recettes d'aujourd'hui qui font que s'il n'y a pas de jolies photos à côté, qui parfois ne correspondent pas au plat, je peux vous dire, j'ai essayé. On retrouve cette demande de repas français à l'intérieur des entreprises, aussi à l'intérieur des écoles. Donc non seulement je gère l'alimentaire, mais je gère aussi l'ergonomie du restaurant de telle manière à ce que le client il trouve son compte, que c'est un vrai moment de détente, parce qu'il y a une vraie demande là-dessus. Je pense qu'il y a un progrès actuel des plateaux repas. La technique des plateaux repas est intermédiaire entre le street food et la cantine. Les gens ont une vie de plus en plus bousculée. Mais on s'aperçoit que dans les entreprises, dans les hôpitaux par exemple, on voit dans les films ce moment du repas dans les hôpitaux, avec ces infirmières qui mènent la vie qu'on connaît. Pour elles, le moment du repas, c'est un moment de... Et elles cuisinent un peu. Il y en a qui amènent leur gamelle, parce que la gamelle revient à la mode. Alors, il y a des statistiques, je ne sais pas comment elles sont faites. À table, en moyenne, 2h20 par jour en semaine. On s'imagine qu'on passe beaucoup de temps à table, mais est-ce qu'on passe autant de temps à table ? J'aimerais bien connaître la méthodologie des études qui sont faites. Ça m'intéresserait beaucoup de l'étudier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je viens de faire un sondage avec Opinionway, un grand sondage. Quel est le repas, le plat préféré des Français ? Et après, je vais à la viande et je demande à mes bouchers ce qu'ils en pensent. Le repas préféré des Français, numéro 1, le bœuf bourguignon. Qui fait ici des bœufs bourguignons ? Bravo, monsieur. Bravo. Regardez. Donc, la moitié de la salle. Voilà. Et certains lèvent 2 bras et le font et le deuxième plat, toujours selon Opinionway, c'est un sondage que j'ai fait il y a 2 mois, c'est la blanquette de veau. Et ben voilà. La moitié de la salle aussi. Mais malheureusement, mes bouchers, et je vends quand même 300 000 tonnes de viande par an, ils me disent, on vend du muscle, monsieur Layani, on vend de la viande rouge, et on a du mal à placer
les quartiers avant de la bête. Voilà. C'est sans doute ce qui a changé en France. Je commence le petit déjeuner le matin chez moi et je le termine dans l'entreprise. Ça veut dire qu'en réalité, et ça c'est nouveau du point de vue du repas, c'est l'intermittence. C'est-à-dire qu'on a l'idée, et le nomadisme va avoir après à domicile sur le temps du repas. C'est-à-dire que l'idée qu'on est à table, c'est quand on mange, et bien voir le temps qu'on passe à manger, le temps qu'on passe à table, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est le phénomène tapas, qui n'a pas vraiment un statut, mais en réalité, ça fait déjà partie du temps du repas. Et donc ça explique qu'effectivement, on passe pas mal de temps à manger, même si on est beaucoup moins sédentaire. Ce qui, je pense, est enrichissant et encourageant, c'est qu'il n'y a pas de chapelle, si je puis dire, en tant que telle. C'est que l'on peut aisément passer, notamment dans les publics étudiants, passer de cette enseigne du M vert bien connu à un repas organisé entre soi de façon plus proche de la typicité du repas gastronomique ou du repas des Français. En préparant le dossier d'inscription de ce qui s'appelait à l'origine la gastronomie française à l'UNESCO, il s'agissait de savoir en effet qu'est-ce qui caractérisait particulièrement le rapport des Français à la nourriture et au repas. Et la chose qui ressortait en faisant quand même aussi une petite enquête à travers le monde, c'est que nous sommes à peu près les seuls à parler constamment de ce que nous mangeons. Je crois que c'est vraiment une exception française. Donc c'est nous qui sommes classés. Ce sont les Français qui sont classés. Il y a toujours du partage. Il y a un moment de partage et nous vendons encore beaucoup à Rungis des poulets qui ne sont pas découpés. Ça veut dire que ces poulets sont découpés à table. Et ça, c'est très important. Même la restauration fast-food dite américaine se francise en France. On leur donne nos codes. Et que désormais, dans quelques années, vous allez trouver des fast-food McDo en premier avec des tables et un service. Par contre, il sera facturé. Dans toutes les enquêtes qu'on a faites, ce sont les mêmes personnes qui vont être des mangeurs zappeurs, si vous voulez, qui sont dans telle situation, c'est ce que moi j'appelais le mangeur pluriel, et c'est particulièrement vrai chez les ados, c'est que selon la situation, selon ses possibilités financières du moment, on va aller vers tel ou tel type de... Il n'y a pas une personne, ou alors c'est l'extrême pauvreté, ceux qui sont obligés de manger toujours la même chose, c'est généralement des mauvaises choses du point de vue calorique. Bon, vraiment, l'uniformité alimentaire, c'est ça le signe de la pauvreté. Les chiffres 2014 de la pauvreté en France, c'est 14,1% de gens qui sont à 60% du revenu médian. On ne va pas rentrer dans les catégories de l'INSEE, ça nous amènerait un petit peu loin, mais pour le dire plus simplement, c'est entre 8 et 9 millions de personnes qui, elles, ont 340 € par mois pour se nourrir. Donc ce chiffre-là, il n'est pas en diminution, il est en augmentation, très peu. Entre 2013 et 2014, c'est vrai, 0,3%. Mais de fait, ça fait 10 ans que ça dure. Et on ne voit pas aujourd'hui, il n'y a aucun statisticien qui voit la tendance diminuer. Donc ces gens-là, quand on dit le repas des Français, ces Français-là, ce n'est pas une question de repas, c'est parfois est-ce que je vais manger ou pas manger. On a découvert qu'on avait ce que d'une manière simplifiée on peut appeler un sixième organe. Ce sixième organe, c'est ce que les savants appellent aujourd'hui le microbiote, ce qu'on appelait autrefois tout simplement la flore digestive. On vient de découvrir, grâce à des techniques modernes d'analyse, que nous avons un organe, un nouveau exogène, mais intimement lié à notre activité, qui agit sur un très grand nombre de fonctions. Donc je vais avoir sur ma carte vitale mon passé médical, mon microbiote, mon génome, et à partir de là, les grosses machines vont tourner et me dire, vous, si vous voulez rester en bonne santé, ben vous devez manger ceci, ceci ou cela, et si vous ne le faites pas, Big Brother va vous punir. Bon, sans aller jusque-là, il y a quand même une vraie tendance qui fait frémir parfois, mais qui existe du côté de la science de la nutrition, de dire que peut-être qu'on va de plus en plus aller vers une alimentation plus personnalisée, avec pour effet dramatique
Ce que nos sociologues et nos historiens nous expliquent depuis de la séance, c'est qu'en fait, manger, c'est manger ensemble autour d'un même plat. C'est véritablement le stade ultime de la médicalisation de l'alimentation. Heureusement, l'alimentation est avant tout un phénomène social qui doit faire du bien au psychique, qui doit construire l'identité. Si on veut faire de la santé publique, il faut effectivement rétablir l'alimentation dans toute sa grandeur et faire de l'éducation alimentaire et non pas de l'éducation nutritionnelle. Voilà. C'est-à-dire que le nutritionnel, ça déconstruit l'aliment à force de décomposer le couscous en taux de lipides, de protéines. Bien sûr, et ça crée des peurs alimentaires parce que quelque part, des continuums culturels, des histoires, le réenchantement de l'aliment, tout ça, vous l'oubliez complètement. C'est-à-dire que la manière dont les informations sont amenées, par exemple récemment le problème de la viande rouge, on va dire la viande rouge va favoriser la prolifération d'un cancer. Et du coup, les gens vont avoir tendance à diaboliser cet aliment. Et plutôt que de se dire « je vais du coup baisser un peu ma consommation mais continuer à en manger », il y a beaucoup de personnes qui vont du coup supprimer cet aliment de leur alimentation. Donc il faudrait vraiment sensibiliser les personnes à identifier le juste milieu. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... c'est la quantité qui fait le poison. J'ai vu à Hong Kong des petits-enfants qui étaient sûrement à l'âge de la crèche, emmenés au supermarché et pour leur faire découvrir justement les épis de maïs, les fruits et les légumes qui étaient en rayon. J'avais trouvé que c'était une initiative excellente. Dans les ateliers, il y a quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est que je vois des enfants qui sont en train de rééduquer leurs parents. Et ça, je trouve ça assez fort. D'autant plus que moi je fais juste des petits ateliers des fois même sur le sandwich et aujourd'hui je vois des enfants qui tirent leurs parents et qui leur disent aujourd'hui c'est mercredi ou c'est samedi matin et on va faire le marché ensemble. On ne perd que les combats qu'on ne mène pas et les cours de cuisine à l'école, même si on demande beaucoup de choses à l'éducation nationale, est un combat qu'il faut mener. Je voudrais dire quelques mots à propos de la Cité de la Gastronomie et du conseil scientifique, culturel et éducatif que nous souhaitons mettre en place. Ce qui est le plus important, c'est de donner du sens à l'ensemble du travail que nous allons accomplir sur ce site. Le sens scientifique, qui a été développé avec une multitude d'entrées par les participants à la table ronde. Le sens culturel de la pratique que représente le repas gastronomique des Français, pour le faire partager au plus grand nombre, dans les conditions d'aujourd'hui, en ayant vu que nous sommes en 2016, que l'équipement sera en service en 2024, et qu'en 2024 seulement commencera la grande aventure qui durera plusieurs décennies. Il faut donc être capable aujourd'hui d'imaginer ce que nous avons d'utile à faire pour que la question de l'alimentation et des pratiques sociales et culturelles qui lui sont liées dans notre pays ait de l'avenir et un bel avenir. Il me semble en tout cas, que le repas des Français a la vie dure, qu'il s'accroche. Je suis assez optimiste sur le devenir de ces repas des Français. J'ai retrouvé une phrase d'un autre expert qui est Claude Fischler, qui disait « Le modèle français semble protéger la commensalité et aussi la santé, car ce sont deux notions qui, à mes yeux, sont totalement indissociables. Cette commensalité du repas à la française, par le lien social qu'elle crée, par cette quiétude affective qu'elle crée, est aussi un élément de maintien de notre santé. » Merci beaucoup.